Vie de consommateur, il y a 6 petits chiffres qui nous divisent. Quand on parle date de péremption, il y a ceux qui s'agenouillent devant elle. Elles sont toutes de la même date, donc je vais prendre du 12,09, mais si j'en avais trouvé un du 18,09, eh ben, j'aurais pris un du 18. Et les autres, qui se croient plus forts que la gastro. Je vais vous dire, franchement, moi, la date qui est dépensée, ça me dérange pas du tout. Hein. Que sait-on réellement de ces dates de péremption? Qui les détermine? C'est aux industriels de choisir quel type de date ils vont apposer. Et les critères sont-ils toujours scientifiques? Texture fondante, elle est parfaite. Alors, faut-il les respecter au jour près? Il ne faut pas affaiblir vis-à-vis du consommateur et dans l'esprit du consommateur l'importance de respecter cette date. Parce que vraiment, il y a des problèmes de santé publique potentiels derrière. Mais le risque sanitaire est-il leur seule raison d'être? Les fabricants ne jouent-ils pas avec? Si on a une date un peu courte, les gens prendront moins de produits et reviendront plus souvent. Je crains que la sécurité sanitaire n'ait pas grand-chose à voir dans cette affaire et que ce DLC élastique ne soit que le résultat d'un marketing irresponsable. Si même les parlementaires s'en préoccupent, c'est que les dates ont une conséquence malheureuse. On pourrait avoir sans doute des DLC un peu plus longues qui diminueraient de façon importante le gâchis. Alors, ces mentions a priori nécessaires sont-elles vraiment la barrière sanitaire promise? Vaut-il mieux se méfier des aliments qui vieillissent ou des dates qui nous l'indiquent? Il est 22 heures passées et Camille a choisi cette heure, disons inhabituelle, pour faire ses courses. Pourtant, dans cette banlieue parisienne, les magasins ne ferment pas si tard. Et voilà, c'est par là. La nuit, il s'introduit en douce à l'arrière des supermarchés pour voler dans les poubelles. Voilà ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces poubelles? Ce qu'on trouve. Tout. Et alors pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Bah ça par exemple c'est de la casse. Typiquement t'as une boîte de 12 œufs. T'en as un ou deux qui sont éclatés. Le tout part à la poubelle. Ensuite t'as les dates limites de consommation. La DLC. Si elle est dépassée, ils jettent. Bien que le produit soit encore comestible. Parce qu'on peut le manger encore pendant une semaine pour les viandes. Et un mois pour le yaourt, par exemple. « 17 des flambis, tu vois. On sait qu'on peut le manger, tout ça, mais tout le monde le sait. Enfin, tout le monde. Mais les grandes surfaces sont pieds et mains liés. À cause de cette fameuse DLC, tu vois. Ils veulent pas faire de désobéissance civile. Avec ses murs et ses caméras, le magasin protège ce flanc périmé comme un lingot d'or. Car si Camille s'intoxique, c'est le gérant du magasin qui se retrouve au tribunal. Pourtant, selon Camille, aucun risque, car tout ou presque est comestible. Dans ton frigo, t'arrives à voir et à sentir si encore les choses sont comestibles. Et ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Mais la DLC, tu vois, elle a coupé ces sens-là, qui nous sont propres. On est né avec, et cette petite date, elle dit non, quoi. On touche pas. On balance, on jette. Bon, allez. On a fait le plein. On peut partir. En une demi-heure, Camille vient de récupérer l'équivalent de 400 € de nourriture. Et puisque la grande distribution n'a pas le droit de donner ses produits gracieusement, il s'en charge. Nourriture gratuite, mesdames. Issue du gaspillage alimentaire, venez vous servir. Le lendemain, dans les rues de Paris, ce Robin des Bois des poubelles installe sa petite épicerie sur le trottoir. Mais face à ces emballages ressuscités d'entre les produits morts, tout le monde n'a pas l'insouciance de Camille. Dites-moi, la conserve, elle est pas en bon état? C'est périmé. Mais c'est encore comestible. C'est ça qui est paradoxal, monsieur. Non!
Non, non, pas de maladie. Ça fait 3 ans que je mange comme ça, monsieur. Ça fait 20 ans que je vis comme ça. Ça fait 20 ans qu'elle vit comme ça, madame. Monsieur? Je fais tous les magasins et je cherche tout ce qui est expiré, excepté la viande. Face aux dates de péremption, il y a ceux qui fuient devant l'idée d'une moisissure contre ceux qui prennent leur estomac pour une poubelle. Les hypocondriaques contre les économes. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Aujourd'hui, le Code de la consommation stipule que tous les produits préemballés doivent comporter une date de péremption. Mais pensez à nos arrière-grand-mères. Elles allaient chaque jour au marché et cuisinaient immédiatement. Pas besoin de date, le lait se buvait dans la journée et le pain rassis faisait du pain perdu. Mais la Seconde Guerre mondiale passée, nous basculons définitivement dans la société de consommation et les ménages n'ont plus le temps. Pour contrer ce temps qui manque, on invente le frigidaire. Mais on a toujours moins de temps. Alors on invente la transformation industrielle. Et comme ce n'est toujours pas suffisant, on invente le supermarché. Enfin, on peut faire toutes ses courses au même endroit, une fois par semaine. Mais s'il est encore possible de savoir combien de temps se garde un œuf, comment savoir combien de temps se garde une crème aux œufs sous vide ? En 1968, l'enseigne Casino y remédie et propose pour la première fois aux consommateurs français la date limite de vente. À l'époque, il ne s'agit que de vendre l'image fraîcheur du magasin, mais très vite, elle se rend indispensable. Tout le monde en met une, mais personne ne met la même. Oui, j'ai regardé la date, bien sûr. Oui, j'ai regardé la date. Je regarde toujours en général. Savez-vous à quoi elle correspond? En général, c'est la date de limitation d'utilisation, je crois. La date de conservation. Bah, je suppose que c'est la date limite de vente ou alors la limite de consommation. Il faudra attendre 1984 pour que finalement, l'État s'en préoccupe. Il harmonise le tout en posant les bases des règles d'étiquetage que l'on connaît encore aujourd'hui. D'ailleurs, en 2004, la réglementation devient commune à toute l'Europe. Mais a-t-elle pour autant rendu les choses plus compréhensibles ? L'association de défense du consommateur CLCV a mené une étude sur le comportement face aux dates de péremption. 2500 personnes dont les habitudes de consommation ont été passées à la loupe. Les résultats sont éloquents. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que les consommateurs sont attentifs aux dates. C'est-à-dire que 75% d'entre eux nous expliquent qu'ils les regardent au moment de faire les courses, ce qui est quand même un pourcentage élevé. Mais ce qu'on voit dans le même temps, c'est qu'ils ne savent pas forcément bien les interpréter. Donc le cas typique, c'est celui de la boîte de raviolis en conserve, qui est un produit non périssable. Et là, on constate que 47% des gens nous disent « Ah bien, moi, si je vois que la date est dépassée de 3 semaines, je jette la boîte de raviolis en conserve. » Parce que je pense qu'il y a un risque d'intoxication alimentaire. En réalité, nous avons 2 grandes catégories de produits alimentaires, des denrées périssables, pour lesquelles il y a une date impérative qu'il faut a priori respecter scrupuleusement, et puis de l'autre côté, des denrées qui sont non périssables, pour lesquelles on va faire figurer une date qui est simplement indicative. Reprenons. La boîte de conserve ne se périme pas. La date inscrite dessus ne peut donc pas être une date de péremption. Alors, de quoi s'agit-il ? Il n'existe pas une date, mais 2 catégories de dates. Pour les différencier, vous verrez soit à consommer avant, soit à consommer de préférence avant. Et la préférence fait toute la différence. À consommer avant est une date impérative, on l'appelle DLC pour date limite de consommation. Sont concernés tous les produits qui présentent un danger immédiat pour la santé. Produits laitiers, viande et poissons frais, ou tout ce qui contient des œufs. De l'autre côté, dans les à consommer de préférence avant, nous retrouvons notre conserve de raviolis, tous les produits secs ou les surgelés. Ces produits sont stabilisés ou ne présentent pas de danger pour la santé, même très longtemps après la date. On l'appelle DALUO pour date limite d'utilisation optimale. Elle n'est qu'indicative, car dépassée, le fabricant ne garantit plus les qualités organoleptiques, c'est-à-dire le goût ou l'aspect du produit, le soda qui a moins de bulles ou le fromage qui pue. Et n'oubliez pas que ceux qui apposent la DALUO ne savent pas comment vous aimez votre camembert. Si vous le préférez coulant, rien n'empêche le commerçant de vous le vendre après la date. À Louhans, en Bourgogne, au milieu des magasins traditionnels, on trouve aussi une machine à remonter le temps. Passez la porte de cette épicerie et vous reviendrez 2 ou 3 ans en arrière.
D'accord, qu'est-ce que vous avez par exemple? Alors là, par exemple, on a une préparation de gâteau fraisier Alsa, voilà, qui vaut 1 euro. Pourquoi 1 euro? Parce que la date en DLUO est dépassée. On a une DLUO qui est de mars 2012, donc c'est quand même assez ancien. Mais le produit, il n'a pas bougé, c'est tout déshydraté dedans, il n'y a aucun problème à la consommation. Pourquoi? La DLUO était de juillet 2013, donc ça fait 1 an. Pas de risque? Pas de risque. Une boîte de conserve, tant qu'elle n'est pas beugnée, pas rouillée et pas bombée, vous pouvez la consommer dans les 10 ans sans aucun problème. Céréales Hello Kitty. Donc voilà, là on est sur une DLUO quand même qui est beaucoup plus ancienne, de novembre 2011. Là on a des sachets de risotto aux asperges. Donc c'est du riz ça bouge pas. On est sur une DLUO de mai 2010, donc c'est quand même vieux, on a 4 ans. On a retrouvé des grains de blé dans les pyramides en Égypte. On les a replantés, ils ont repoussé les grains de blé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire que le produit n'a pas bougé. Donc là, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas une législation qui vous interdit de vendre ça? Vous avez le droit? Non, on a le droit, sans aucun problème. Tout ce qui est à consommer de préférence avant le. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et avant d'ouvrir votre magasin, vous faisiez attention aux dates de péremption? Non, je ne savais pas non plus moi-même qu'il y avait des dates de DLUO et de DLC. À vrai dire, je m'en suis pas franchement occupé. Mais c'est vrai que quelquefois, je pense que j'ai dû en jeter pas mal pour rien. Ce magasin est ce qu'on appelle un déstockeur alimentaire. Ils sont souvent discrets, mais sont présents dans toutes les régions et ont su trouver un public averti, trop content de troquer un peu de saveur contre quelques euros. Au revoir. À la prochaine. Si les DLUO dépassés sont éliminés des supermarchés classiques, c'est uniquement pour préserver l'image du magasin. Aucune loi n'interdit de vendre ces produits. Aucune loi n'impose même le choix entre une DLC et une DLUO. D'ailleurs, la loi n'impose rien, sauf de mettre une date. La réglementation dit simplement qu'il y a 2 types de dates possibles, 2 mentions possibles pour les produits, mais c'est aux industriels de choisir quel type de date ils vont apposer et c'est aux industriels de déterminer ces dates précisément. Dans 6 mois, dans 3 semaines, on doit consommer le produit, etc. Donc quelque part, la réglementation renvoie la balle dans le camp des industriels, ce qui est intéressant parce que ça les responsabilise. Mais en même temps, ça entretient une certaine opacité parce qu'on ne sait pas vraiment comment sont fixées ces dates aujourd'hui. La réglementation est très permissive. Les industriels sont libres d'apposer la DLC ou la DLUO sans régulation. Quelles sont leurs méthodes? Quels sont leurs critères apparemment opaques? Laissons de côté la DLUO, elle est au mieux une estimation de fraîcheur, au pire une simple obligation légale. Intéressons-nous plutôt à la vraie date de péremption, la DLC. Bienvenue en Vendée. Ses vallons, sa brioche et son fleuron industriel, Fleury-Michon. Pas la peine de vous présenter ce géant français des produits frais, nous retrouvons entre autres leur jambon dans tous nos supermarchés. Aujourd'hui, nous avons poussé la porte de leur échantillotech, un lieu stratégique, car comme son nom l'indique, ici se trouve un échantillon de tous leurs produits, et surtout des nouvelles recettes en développement. Elena Landreau, la responsable qualité, doit déterminer la DLC de ces produits inédits. C'est l'étape obligatoire avant de pouvoir les vendre. Là, je suis en train de prendre un échantillon d'un produit qui n'est pas encore sur le marché, que les équipes marketing et recherche et développement sont en train donc de développer. L'étape maintenant, c'est de définir sa date de péremption. Pour ça, j'ai besoin de faire un test de vieillissement. Sur ce produit frais, le test de vieillissement commence au laboratoire. Salut Anthony, c'est le dernier essai R&D à lancer. Oui. On va regarder évidemment la qualité microbiologique via des analyses. On va regarder à la fois l'absence de germes dangereux pour la santé, comme les listeria ou les salmonelles. On va aussi regarder les flores dites d'altération, donc des flores qui sont bénignes, des microbes non dangereux, mais qui vont provoquer les défauts d'altération qu'on pourrait voir pour un produit qui se conserverait mal. En comptant ces colonies, Elena vient de s'assurer que rien d'anormal ne s'est développé sur nos aiguillettes de poulet. Mais son exigence, ou devrais-je dire son dévouement, ne s'arrête pas là. Car elle est prête à mettre son estomac en péril pour son entreprise. Alors, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui?
Les dégustations des différents essais. Alors, du coup, on va commencer par la partie des produits qui sont en développement. Du coup, 794. Ils sont à 7 jours après la DLC. Donc c'est parti. Qui présente pas de colonie. Il ne reste plus. Qu'à goûter, à déguster. Texture fondante, elle est parfaite. Ça n'a pas bougé. Et aucun défaut de goût, pas d'acidité. Donc on a un produit qui est parfaitement conforme. Ça, c'est un produit qui a été testé à 35 jours, c'est ça? C'est un produit qui est arrivé à 35 jours. Donc plusieurs jours après la DLC, effectivement, qu'on voudra lui faire porter. Puisqu'il est manifestement parfait à 35 jours, vous l'avez dit, pourquoi il n'est pas à 35 jours simplement? Parce qu'on a besoin, on a des consommateurs qui sont exigeants. Quand ils achètent du coup notre marque, je pense qu'ils sont encore plus exigeants sur les qualités sensorielles du produit, vraiment identiques du premier jour jusqu'au dernier jour. Donc effectivement, on a choisi d'aller quelques jours plus loin. Finalement, personne ne s'est empoisonné, et pour cause, les responsables qualité se laissent toujours quelques jours de marge. Si la prise en compte des risques sanitaires est obligatoire et indiscutable, elle est loin d'être la plus importante à leurs yeux. Le goût passe avant tout. J'ai l'impression que pour le consommateur, une DLC, une date de péremption, c'est une date à partir de laquelle le produit n'est plus bon pour la santé. C'est vrai. Une DLC, c'est vraiment, dans sa définition, une date limite sur laquelle nous, Fleury Michon, on s'engage, on engage notre responsabilité sur sa sûreté pour la santé du consommateur. Après, l'exigence de notre marque, notre charte de marque, nous, Fleury Michon, c'est d'en plus proposer aux consommateurs un produit qui apporte du plaisir jusqu'à cette DLC. Donc pour qu'il apporte du plaisir, il faut qu'il soit bon, qu'il soit un beau produit, une odeur, un goût, une texture qui soit égale et régulière du premier jour au dernier jour. Et la durée de vie sanitaire du produit, elle est beaucoup plus longue que la durée de vie sensorielle? Finalement, oui. Si on ne se contentait que de mettre sur le marché, de vendre, de mettre à disposition des consommateurs des produits qui ne présentent pas de danger, on pourrait avoir une durée de vie plus longue, une DLC plus longue, c'est vrai. Première découverte, contrairement aux idées reçues, les critères organoleptiques associés à la DLUO rentrent également dans les critères de DLC. Mais quelle est la marge entre les deux? Quand le jambon devient sec ou acide, combien de temps reste-t-il avant qu'il ne pose un problème sanitaire? Pour le savoir, nous avons fait comme Fleury Michon, nous prêter au jeu du laboratoire, mais indépendant cette fois-ci. 6 produits sur la ligne de départ, et tous ont très largement dépassé leur DLC. Un jambon périmé d'1 semaine, un yaourt périmé d'1 mois, des rillettes périmées de 45 jours, un magret fumé périmé de 3 semaines, une conserve d'olive périmée de 6 mois et une bouteille de lait frais périmée d'1 mois. Notre arbitre, Laurent Thomas, a testé ces produits en suivant les mêmes barèmes que les industriels. Alors dans quel état sont nos champions à la fin de ce marathon? Il y a certains produits qui sont encore tout à fait consommables et d'autres qui ne le sont plus. Dans les produits consommables, on a les yaourts. On avait une conserve également qui ne présente pas de problème. Par contre, je suis plus réservé sur les charcuteries cuites qui, elles, se sont un peu dégradées. Les rillettes et le jambon cuit qui, là, on avait une DLC largement dépassée. On commence à avoir une certaine altération. Surprise, la plupart des viandes sont effectivement périmées, mais ce n'est pas le cas du magret fumé et encore moins des produits laitiers. Alors même qu'ils devraient être jetés depuis bien longtemps, ces aliments pourraient être encore parfaitement commercialisables. Mais pourquoi les industriels nous disent qu'ils sont périmés quand ils ne le sont pas? Est-ce qu'on va parfois chercher le maximum pour voir jusqu'où ça peut tenir? Pour une viande, on va chercher par exemple, une viande, on va chercher le maximum de durée de vie parce qu'elle a une durée de vie très courte. Mais pour certains produits, on va pas chercher le maximum, on va chercher une durée de vie qui suffit pour sa distribution. Donc, je pense que les industriels cherchent surtout à valider que leurs produits sont sains au moment où ils vont être distribués. Voilà. C'est pas forcément la durée maximum. La loi impose une date de durabilité minimale. Rien n'oblige les industriels à tester la durabilité maximale quand ils n'en ont pas besoin. Mais le test révèle quelque chose de plus étonnant. Au niveau du risque sanitaire, on va dire, les résultats sont bons. Quasiment tous les produits
s'en sortent avec des résultats plus que corrects. Il n'y a pas de danger sanitaire, mais sont propres à la consommation. Alors, qu'est-ce qu'on considère propre à la consommation? C'est-à-dire que là, vous allez avoir un minima une forte dégradation organoleptique. C'est-à-dire qu'on a une viande qui va avoir une odeur, un aspect rebutant, et donc elle n'est pas consommable. Mais dans l'absolu, on n'a pas identifié de risque sanitaire, il n'y a pas de germes pathogènes identifiés. La vraie surprise, c'est que même périmés, aucun de ces produits ne nous aurait rendu malades. Pourtant, on pense généralement qu'un produit avarié est mauvais pour la santé. Dans l'alimentation, les gens ont peur de se rendre malades. Oui. Qu'est-ce qui va les rendre malades dans un produit alimentaire? Qu'est-ce qui va les rendre malades? Certains micro-organismes, en l'occurrence, peuvent les rendre malades dans les produits alimentaires. C'est des micro-organismes qui font partie du produit ou c'est des micro-organismes qui contaminent Il peut y avoir deux choses. Certains produits, par exemple des produits non cuits, comme on parlait tout à l'heure des viandes, s'il y a certains micro-organismes potentiellement pathogènes ou pathogènes présents dans ce produit au départ, si on leur laisse le temps et la température aussi pour se développer, là on va avoir un risque à ce niveau-là. Le risque est lié au produit au départ. Il y a eu une contamination, par exemple, une contamination du produit au moment de la préparation. S'il y a une coupure de la chaîne du froid, ou une conservation trop longue, là on va avoir un développement de ce germe de contamination, et là un risque. Sur les produits traités thermiquement, le risque il est plus le risque d'une contamination après traitement. D'abord c'est assez rare les cas d'intoxication juste parce que la DLC est dépassée ou juste parce que... Donc voilà, la DLC est quand même une sécurité, c'est une validation vraiment qui a été faite assez sérieuse. Si les conditions sont respectées, normalement jusqu'à cette date vous n'avez aucun problème. Au-delà de cette date, on augmente le risque de voir survenir un problème. Vous pouvez consommer certains produits au-delà de la DLC ou de la DLUO sans être malade. Oui, et être malade... Et être malade avec un produit qui ne soit pas arrivé à DLC, tout simplement parce qu'il y a eu un incident qui a fait qu'il y a une contamination anormale, en tout cas anormalement élevée. Du coup, vous pouvez vous intoxiquer avec un produit avant DLC et ne pas vous intoxiquer avec un produit après DLC. Effectivement. N'ayez plus peur des moisissures, car ce qui rend malade ne se voit pas. Ces bactéries, dites pathogènes, s'appellent Listeria, Salmonelle ou Escherichia coli. On les trouve dans la terre, dans l'air, et donc sur les bottes du fermier, sur les caisses de transport ou sur les instruments de découpe. Lors de la transformation, l'industriel met tout en place pour éviter la contamination. Mais le risque zéro n'existe pas. La DLC est donc calculée en estimant une contamination maximum prévisible. Et c'est le premier biais de ce système. Les volumes industriels empêchent de faire du cas par cas. On considère que tous les lots sont contaminés, alors que, rappelez-vous, aucun des 6 produits que nous avions testés ne l'était. Quoi qu'il en soit, la DLC est l'engagement du fabricant sur une date qui n'a de valeur que si on regarde ce qui est écrit en tout petit sur l'emballage. La croissance des bactéries n'est maîtrisée que si toute la chaîne du froid est respectée. Hubert Bazin est consultant en sécurité alimentaire. Il va se livrer à une petite vérification en caméra cachée. Dans ce supermarché, on va aller regarder si les banques réfrigérées, dans lesquelles on va trouver le lait, les yaourts, mais surtout la viande, sont à la température à laquelle elles sont censées être. C'est une clé du... c'est clairement un des aspects essentiels de la maîtrise de la durée de vie des produits. On a une certaine DLC à une certaine température. Si la température est dépassée, les bactéries, dont les bactéries pathogènes, vont se multiplier beaucoup plus vite. Celui-là est exactement à 4 degrés. « 7,2 », ce qui est élevé pour 4, pour inférieur à 4. Là, normalement, je consomme à moins 9. Et moins 9 pour les crèmes glacées, ça devrait être non conforme, a priori. On va vérifier ça. A priori, c'est pas bon. Plus 3. 3,5. Donc on n'est pas très froid, mais ça fonctionne encore. Là, ici, la température affichée est de 5,9 degrés. Donc si on prend un quelconque de ces emballages, c'est marqué à conserver à 4 degrés maximum, entre 0 et 3 degrés ici. C'est marqué sur l'étiquette et on est à 6 degrés. 6 degrés au lieu de 3 par-ci, moins 9 au lieu de moins 18 par-là. Sur les 3 supermarchés visités, tous avaient des frigos dont les températures dépassaient les recommandations des industriels.
Parfois, il vaudrait mieux regarder les thermomètres que les dates de péremption. Lors des tests de vieillissement, l'industriel fait subir des ruptures de la chaîne du froid pour coller à la réalité. Comme il ne peut pas tout prévoir, il prend de sérieuses marges. Et ce n'est pas toujours dans les grandes surfaces qu'on rencontre le pire. Il faut récupérer la chaîne du froid le plus vite possible. On a consommé déjà pas mal de temps en revenant du supermarché. Dans le coffre de la voiture, on n'était pas à 4 degrés. On n'a pas fait nos courses en ayant une glacière réfrigérée, comme on pourrait imaginer le faire si on voulait absolument garantir. Tant que ça reste limité, c'est pas si grave que ça. C'est l'addition de toutes les périodes où on est largement au-dessus de ce qui est prévu qui risque de poser un problème de santé à la fin pour le consommateur. Si on était sûr d'avoir 0 bactéries dans le produit au départ, on pourrait donner des dates limites de consommation extrêmement éloignées. Si on était sûr de pouvoir garantir une température extrêmement faible, on pourrait là aussi dire j'ai des bactéries au départ, mais dans la mesure où elles ne se multiplient pas, c'est pas très grave, et je donne une DLC extrêmement éloignée. Et en fait, comme je ne peux pas garantir le niveau de contamination initial et je ne peux pas garantir non plus le respect de la chaîne du froid, je fais une cote un peu mal taillée et je donne une DLC qui est le résultat d'un arbitrage technico-économique et d'un calcul de statistiques. A priori, avec ce qu'on sait faire et dans les conditions qu'on connaît, alors notre produit va rester pas trop dangereux pour le consommateur final pendant 3 semaines ou un mois et demi. Nous avons une DLC qui est raccourcie pour des raisons sensorielles, puis pour des raisons de contamination supposée, puis pour un non-respect possible de la chaîne du froid sur ce produit supposément contaminé. Ce qui, statistiquement, soyons honnêtes, laisse peu de chance à votre sachet de salade de vous intoxiquer. Mais peu de chance ne veut pas dire aucune chance. Alors si votre couple se déchire face au frigo, si vous vous reprochez gaspillage ou empoisonnement, il est grand temps de vous réconcilier, car vous l'aurez compris, vous avez tous les deux raison. Mais les petits désagréments intestinaux sont une chose, et les vraies crises sanitaires en sont une autre. Rappelez-vous, en janvier 2000, tous les journaux télévisés ont ouvert sur cette nouvelle. Madame, monsieur, bonjour. 2 personnes sont mortes et une 3e est dans le coma à la suite de cas de listériose provoqués par la consommation de rillettes. Elles sont toutes fabriquées par une société sartoise qui s'appelle la société Coudray, mais vendues sous une multitude de marques puisqu'elles peuvent être aussi bien vendues sous les marques Cora, Match, Prédo, Reflet de France, Carrefour, Continent, Champion. Au lendemain du réveillon du millénaire, le village de Conéré, le berceau autoproclamé de la rillette, se réveille avec une sérieuse gueule de bois. On accuse l'entreprise Coudray d'avoir vendu des rillettes contaminées. En plein tourbillon médiatique, l'industriel entraîne dans sa chute toute la profession. Sur le village, 3 usines ferment, soit la moitié du bassin d'emploi. Mais pire, au niveau national, les ventes de rillettes s'effondrent de 75%. Alors pour tenter d'enrayer cette spirale, l'interprofession est bien obligée de prendre les choses en main. Parmi ses membres, Joël Combe, un industriel du Mans. Alors nous n'avons pas eu de problème liftérien dans notre production. Maintenant, voilà, je pense que le travail qui a été fait par l'ensemble des services qualité font qu'aujourd'hui, il n'y a absolument plus aucun risque. Et c'est tant mieux. On a travaillé en groupe de façon justement de faire en sorte que la punition collective ne retombe pas. Et d'un commun accord, les DLC ont été ramenés à 29 jours pour la rillette, ce qui est pas plus mal. Hein. Quels étaient à combien? Oh, bah, il y avait des dates qui allaient au-delà de 40-45 jours. Baisser la DLC, encore une fois. Pourtant, les rillettes mijotent pendant des heures. Et puisque la cuisson les stérilise, la contamination est donc forcément accidentelle. Contre ce genre d'incident, la DLC ne peut rien. Pour éviter une nouvelle crise, la profession a surtout revu de fond en comble les pratiques d'hygiène dans le processus de fabrication. La pellicule de plastique là, qui va mettre hermétique le produit, où là on sécurise complètement ce produit. Alors là, ensuite on a la dépose du couvercle, qui vient en automatique.
Et là, on a le jet d'encre qui va définir le numéro de lot et la DLC. Aujourd'hui, les processus de fabrication sont de plus en plus sains, le risque est de mieux en mieux maîtrisé, et pourtant on raccourcit aussi les DLC. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Non, c'est-à-dire qu'on n'a plus droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'autrefois il y avait énormément d'incidents ou d'accidents que l'on ne quantifiait pas. Aujourd'hui, je veux dire qu'on n'accepte plus, je dirais, d'avoir le moindre risque. On est dans le principe de précaution. Ce principe de précaution qui, quelquefois, est un petit peu surdimensionné. Aujourd'hui, pour vendre des rillettes, tout industriel doit commencer par s'ingurgiter un pavé de règles d'hygiène et de sécurité. Le docteur Étienne Pierron a écrit cette Bible à la suite de la crise Listeria. On peut dire que grâce à toutes ces mesures, donc il y a eu en particulier la réduction des DLC, mais c'était loin d'être la seule. Et à mon avis, c'est pas la plus importante. Eh bien, grâce à ça, on peut dire aujourd'hui, les rillettes industrielles, pour moi, c'est vraiment un domaine exemplaire. Les résultats sont excellents. On n'a pas eu un seul accident depuis 15 ans. Pas un seul. Et aujourd'hui, on a un niveau de sécurité pour les rillettes industrielles qui sont 100 fois supérieurs à la moyenne pour les produits de charcuterie en Europe. C'est vraiment un résultat excellent. Mais donc cette DLC, elle est presque exclusivement sur des critères organoleptiques, puisqu'il n'y a plus de risque de contamination. Non, parce qu'on n'oublie jamais ce qui s'est produit. Et même si ce sont des événements extrêmement rares, qui ont très très peu de chances d'arriver, eh bien, on les prend quand même en compte parce qu'on a cette obsession de la sécurité. Les industriels sont obsédés par la sécurité des produits. Il y a beaucoup de morts sur la route, même si on a fait des progrès chaque année, et il y en a très peu par intoxication alimentaire. Sauf qu'il y a une vraie différence sociologique, c'est que quand on est sur la route, on a l'impression qu'on maîtrise la situation. Et à chaque fois qu'on est dans une situation de maîtrise, s'il y a un problème, on peut s'en prendre qu'à soi. Alors que quand c'est un produit qui vient vous contaminer, on n'a aucun sentiment de maîtrise. Et là, ça devient inacceptable. Le risque zéro n'existera jamais, mais quel consommateur en pleine gastro peut appeler le service client et se satisfaire de cette explication? En rendant la DLC obligatoire en 1984, le législateur a responsabilisé les fabricants, ce qui les pousse à se protéger à tout prix. L'industrie agroalimentaire n'a jamais été aussi stricte sur l'hygiène et la sécurité, ce qui rallonge considérablement la durée de vie des produits. Pourtant, on continue d'abaisser les DLC au nom d'une prétendue sécurité alimentaire, derrière laquelle se cachent surtout des affaires de goût. Quand ce ne sont pas, vous allez le voir, des affaires de sous. La réglementation a eu raison du bon sens paysan. Des années de transformation industrielle ont éloigné le consommateur du producteur et de son produit. Les céréales, la viande, le lait, tous ces aliments de base voient leur durée de vie modifiée par le processus de transformation. En Bourgogne, dans l'exploitation agricole de la famille Collin, il y a d'abord le père, Philippe, qui produit du lait bio pour la grande distribution. Attends, s'il te plaît. Recule. Hop, garde tes mouches dehors. Allez, vas-y. Non, recule. Voilà, le lait, ça commence ici. Alors, produit qui est périssable, tout le monde le sait. Sauf qu'une partie des consommateurs ont oublié que le lait n'était pas fait pour se garder. Oui, mais une fois qu'il est travaillé, sa durée de vie peut être démultipliée. La fille de Philippe, Fanny, a développé une petite unité artisanale pour transformer directement le lait en produit laitier. Du pis au pot, le circuit ne peut pas être plus rapide. Mais cela a-t-il une incidence sur la DLC? Je transforme du fromage blanc que je mets en pot de 500 grammes, du beurre qui est emballé individuellement en portions de 125 grammes ou de 250 grammes, et puis des yaourts. Le yaourt, par exemple, c'est un produit qui est souvent, on dit, on peut le consommer, on s'en fiche quoi. Il y a une date dessus, mais elle signifie rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est complètement vrai. Pour faire mes yaourts, je pasteurise le lait
pendant une très longue durée. Du coup, le lait là, ne ressemble plus du tout à du lait avant de faire des yaourts. Et ensuite, une fois qu'il est devenu yaourt, on a un produit qui pourrait se garder 2 mois sans problème. J'ai fait des essais moi, au début. J'ai gardé des yaourts 2 mois, ils n'ont pas bougé. C'est quoi la moyenne des dates de DLC sur ces produits-là, sur les crèmes et les beurres et les yaourts? Crème, beurre, matière grasse comme ça, là, c'est très court, c'est 1 semaine, 15 jours. Hein. Après, du fromage blanc, oui, il y en a qui vont jusqu'à 1 mois sans problème. Et yaourt fermier, on peut faire jusqu'à 1 mois, oui. Vous, votre date, c'est 1 mois en général, c'est ça? Non, moi, c'est 15 jours. C'est 15 jours parce que je pense que le fromage blanc, au bout de 15 jours, il change de goût. Et voilà, alors il faudrait peut-être que je mette une DLUO, mais je considère qu'au bout de 15 jours, le fromage blanc n'a plus le goût du fromage blanc que j'ai envie de produire, que j'ai envie de vendre. Des géants aux artisans, tous les fabricants se targuent de proposer un produit parfait du premier au dernier jour de consommation. Dans un monde économique ultra concurrentiel, donner le choix au consommateur de goûter un produit qui n'est pas à son optimum de qualité, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais il y a une autre explication, que seul un petit artisan sans service de communication peut encore avouer. Je sais pas si c'est ça qui a le plus de poids par rapport à tout simplement une volonté de revoir les clients, revenir plus régulièrement. Parce que si on a une date un peu courte, les gens prendront moins de produits et reviendront plus souvent. Alors que si on a une date d'1 mois, au bout d'1 mois, les gens vont revenir. Mais entre-temps, ils n'auront pas acheté des produits qui se garderaient moins longtemps, comme le fromage blanc. Voilà. Vous-même, vous faites ça du coup? Ah oui, complètement. Je ne suis pas du tout équipée pour faire un volume de yaourt en dents de scie, avec des clients qui viendraient tous les mois et qui me prendraient 50 yaourts d'un coup. Donc je préfère qu'ils reviennent toutes les semaines et qu'ils m'en prennent 10 à chaque fois. Et en plus, c'est mieux pour eux, parce que finalement, ils mangent des produits frais. On n'a pas non plus... sur le yaourt, oui, ça bouge pas, mais sur le fromage blanc, sur la crème, sur le beurre, ça bouge. Donc on n'a pas du tout intérêt à conserver indéfiniment un produit. Décidément, nous sommes de plus en plus loin des critères sanitaires. La DLC est un outil à lisser les pics de production et amène les clients à revenir plus souvent faire leurs courses. Alors, parle-t-on encore vraiment de l'intérêt du consommateur ou de celui du fabricant? De garde-fou sanitaire, la date de péremption s'est muée en accélérateur de consommation. Elle est devenue une variable que l'on fait évoluer en fonction des besoins, qui ne sont pas les mêmes sur tous les marchés. Au printemps 2013, Victorin Lurel, alors ministre des Outre-mer, prépare une loi sur l'harmonisation des taux de sucre entre la métropole et les dom-toms. Mais c'est un tout autre débat qui va s'ouvrir. J'ai vu arriver des industriels locaux, notamment de la Martinique, pour me dire qu'il y a un problème sur les dates limites de consommation, donc des produits périssables, et qu'il fallait régler ça. Je vois dans cette liste, je l'ai dit déjà, du gruyère râpé avec une DLC normale à 40 jours, bien suffisante pour exporter en Outre-mer, et une DLC export à 180 jours. 180 jours, 6 mois pour un produit frais. Avez-vous essayé de garder pendant 6 mois un paquet de gruyère râpé dans votre frigo? Essayez. Je vois aussi un camembert, pasteurisé, avec une DLC à 21 jours, porté à 70 jours à l'export, et un reblochon avec une DLC normale à 35 jours qui va jusqu'à 120 jours à l'export. Si la réalité de la pratique est bien celle-là, je crains que la sécurité sanitaire n'ait pas grand-chose à voir dans cette affaire et que ce DLC élastique ne soit que le résultat d'un marketing irresponsable. Pour avoir le temps de vendre des produits dans des régions lointaines, les fabricants rallongeaient les DLC sans se poser de questions, mais surtout sans poser de questions aux consommateurs. La loi a mis fin à une pratique généralisée de double étiquetage, mais elle n'a pas répondu sur le fond. Les produits vendus en Martinique sont-ils moins frais, ou la date de péremption en métropole est-elle volontairement trop courte? Pour répondre à cette question, nous avons cherché à savoir si cette pratique était courante à l'export. Notre enquête nous a aiguillés vers un exportateur de spécialités françaises. Il nous a fourni un lait UHT et des crèmes dessert vendues au Maghreb et sur le marché asiatique. Un coup d'œil sur l'emballage et nous trouvons l'estampille sanitaire 44 187 001 et le code d'une entreprise vendéenne, la laiterie Saint-Père. Or, ce transformateur se trouve être une filiale du groupe Intermarché.
Alors un saut dans un Intermarché, et nous trouvons du lait et des crèmes dessert de marques distributeurs, sur lesquels nous retrouvons le même code. Tous ces produits sont donc bien fabriqués par la même usine. D'ailleurs, les emballages sont en tout point similaires, seule diffère la marque. Ah non, autre chose diffère bien sûr, la date de péremption. Sur notre crème dessert Intermarché, nous avons classiquement une DLC. Le chiffre 212, c'est le jour de production dans l'année, soit le 31 juillet. Avec une DLC au 14 septembre, cela nous donne une durée de vie de 45 jours. En revanche, sur le produit pour l'export, nous avons une date de fabrication au 27 juin. Et, tiens donc, une DLUO au 24 mars de l'année suivante, soit 9 mois de durée de vie. Nos deux produits, nous les avons comparés en laboratoire. Un premier test nous apprend qu'ils ont été tous les deux stérilisés. Tout risque sanitaire a donc été éliminé. Le deuxième test est une analyse nutritionnelle et les experts sont formels. Il s'agit rigoureusement de la même crème dessert dans les deux pots. Pour résumer, Intermarché vend en France des crèmes dessert avec une DLC courte, alors que vous pourriez la conserver 9 mois, comme le font les Chinois. Nous allons tenter d'avoir une réponse pour comprendre quel est leur intérêt de jouer ce double jeu. Laiterie Saint-Père, bonjour. Bonjour madame, je souhaiterais parler au directeur de la laiterie s'il vous plaît. Oui. Alors un instant, je vais voir si monsieur... Allô? Bonjour monsieur, je suis journaliste pour France 5. Oui, bonjour. Je voulais que vous me confirmiez que la plupart de vos produits sont stérilisés. Oui. Et vous les vendez en France avec des DLC courtes alors qu'ils sont en DLUO à l'export. Écoutez, moi je peux pas faire ça comme ça. Je suis pas habilité moi à vous répondre parce que c'est tout ce qui est communication. Je vais vous donner. Moi je vais vous envoyer chez Intermarché au niveau de la structure de communication. C'est eux qui sont habilités après à me dire tu fais pas quoi. Moi j'ai pas cette liberté là. Suite à cette réponse, nous appelons le siège d'Intermarché. Grandement des mousquetaires, bonjour. Bonjour madame, j'aimerais parler à un responsable de la communication s'il vous plaît. Oui, un instant. Bonjour. Bonjour madame, je suis journaliste pour France 5 et je suis en train de réaliser un documentaire sur la durée de vie des produits laitiers. Ouais, je sais que ça a fait débat ces derniers temps. En fonction des pays, on met pas les mêmes dates. Apparemment au service communication, on sait très bien de quoi je veux parler. Est-ce que je peux vous demander de m'envoyer un mail que je soumettrai à ma responsable ? Le mail a bien été envoyé et la réponse est décevante. Bien sûr, personne en interne ne veut répondre et l'on me renvoie vers un syndicat des produits laitiers. Mais Syndifrais ne sera pas plus loquace. Moi, je ne connais pas les pratiques de chaque entreprise, donc je ne peux pas vous répondre plus sur ce point-là. Nous avons finalement appelé un dernier syndicat. Et là, enfin, on se risque à me donner une explication. En fait, les produits partent par conteneur. Donc ils doivent avoir calculé en fait les dates de conservation, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont conservés à l'abri de la lumière, de la chaleur, température constante en fait. Donc du coup le produit doit moins bouger dans les conteneurs que dans les magasins. Car évidemment c'est bien connu, un mois de transport en bateau à travers l'océan Indien, ça conserve. Bref, personne n'a de réponse sérieuse, car la réponse sérieuse ne peut pas être dite. Intermarché et la laiterie Saint-Père pourraient allonger les DLC puisque les produits sont stériles. Mais quel intérêt aurait-il à le faire? L'ensemble de la profession fait des crèmes dessert pasteurisées à 45 jours. Se différencier, c'est avouer à ses clients que ces produits stérilisés sont de moins bonne qualité nutritionnelle. La confusion est clairement entretenue pour que les consommateurs pensent manger des produits frais. Et le frais, ça se vend mieux et souvent plus cher. Car il est là l'enjeu, ne prendre aucun risque sanitaire, tout en augmentant la rotation des produits et le chiffre d'affaires. La réglementation considère de bonne foi que seuls les industriels peuvent déterminer avec justesse cette date limite. Mais en y regardant de plus près, il y aurait sans doute de sérieux ajustements à faire. La Direction générale de l'alimentation est en charge de cette réglementation. Alors, depuis ses bureaux parisiens, que pense-t-on de ces dérives ? Je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait que cette date doit avoir un sens pour le consommateur et il ne faut pas affaiblir vis-à-vis du consommateur et dans l'esprit du consommateur l'importance de respecter cette date. Parce que vraiment, il y a des problèmes de santé publique potentiels derrière. Donc moi, en tant que gestionnaire des risques sanitaires de l'alimentation, je ne voudrais pas qu'on affaiblisse
cette date. Donc cette date doit avoir un sens, et le sens qui est celui qui est défini dans le texte européen et notre texte national derrière. Mais ce sens, c'est vraiment des produits très périssables qui sont susceptibles, dans un délai très bref, d'être préjudiciables à la santé. Donc il faut vraiment que ça reste ça. Le problème, c'est que c'est vraiment la responsabilité du fabricant. Donc nous, on est en train d'œuvrer pour fournir des lignes directrices, pour aider les fabricants à définir leur stratégie et à savoir à quel moment il faut mettre vraiment une DLC. Et on aimerait bien qu'effectivement, pour éviter des risques de gaspillage alimentaire, on soit avec une vraie DLC qui ait un sens à la fois sanitaire, pour qu'au-delà de cette date, effectivement, le produit ne soit vraiment plus consommable. Finalement, les services de l'État semblent avoir pris la mesure des débordements. Ils sont en réflexion pour refonder ces dates de péremption, qui n'en sont plus. Car ces mentions ont une conséquence. Peut-être avez-vous déjà vu ces campagnes de communication ? Depuis plusieurs mois, la lutte anti-gaspillage est le cheval de bataille de l'Europe et de l'État. Car pour les professionnels, la DLC est avant tout une date limite de vente. Dépassée, le produit doit être détruit, et la gestion de ce qu'on appelle la casse, c'est d'abord au distributeur qu'elle incombe. À l'aube, dans cette hyper-rue de Saint-Philbert de Grandlieu, c'est l'heure de la chasse. Chaque rayon organise sa traque aux produits périmés. Pas question de laisser un emballage qui arrive en fin de vie, car c'est l'image du magasin qui en prendrait un coup, mais aussi son bilan financier. Je ne sais plus quel est l'amende, le montant de l'amende, mais si c'est la DDPP maintenant qui s'appelle, il passe, je crois que c'est 150 € d'amende par barquette périmée. Alors vous voyez là combien qu'il y en aurait là? L'amende serait... Vaut mieux pas d'oublier quoi. Hein. C'est le premier des boulots. Donc voilà comment on fonctionne le matin. On regarde tous les produits. Le 3-9 c'est ok. Le 29, le 29, le 29, le 29. Il y en a 4. Voilà, je les enregistre. Tout ce que vous enlevez là, c'est des produits qui sont périmés quand ? Qui peuvent être consommés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous les vendez pas aujourd'hui ? On a décidé de faire comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a décidé de ne pas les vendre. On préfère les mettre à zéro gâchis, justement. Que non pas de les jeter demain. Demain, on ne peut plus rien en faire. Donc aujourd'hui, voilà, c'est leur dernier jour. Ils sont consommables, donc voilà, on les envoie. Voilà. Zéro gâchis, c'est une nouvelle initiative dans laquelle le magasin s'est engagé depuis quelques mois. Plutôt que de les jeter, il regroupe les produits approchant la DLC, en les étiquetant à moins 50%. Alors là, je peux vous dire qu'avant, tout ça, ça partait à la poubelle. Vous avez vu, ça fait vite un chariot de consommateur. Hein. C'est là qu'on voit que zéro gâchis, quand même, ça peut être bien pour tout le monde, en fait. Pour le consommateur, puis pour nous. Environ 3% des produits frais sont invendus. Pour la seule distribution, le gaspillage alimentaire représente 750 000 tonnes de nourriture par an. En revendant ces produits en fin de vie, le magasin revalorise ce qu'il avait déjà compté en perte. Un double bénéfice non négligeable en cette période de crise. Et les temps sont durs pour tout le monde. La zone zéro gâchis ne désemplit pas de clients à l'affût de la bonne affaire. Claude Masson, le gérant de cette hyper-rue, y trouve son compte. Aujourd'hui, on a un taux de revente de l'ordre de plus de 90%, voire 95% de revente sur des produits qui, normalement, dans beaucoup de cas, auraient pu partir soit à la poubelle. Mais surtout, j'attire l'attention, c'est que le fait de tout recentrer à cet endroit-là, ça n'altère pas du tout l'image qualitative du magasin. C'est ça. Parce que trouver des produits à moins 30, moins 50 disséminés dans des rayons, ça peut altérer l'image du rayon en termes de qualité produit. Mais les initiatives comme Zéro Gâchis traitent la conséquence et pas la cause. La course à la fraîcheur pousse le fabricant à réduire ses dates et les distributeurs à retirer les produits des rayons. C'est une fuite en avant qui impose des contraintes logistiques toujours plus tendues. Un système qui génère inévitablement de la perte. Notre fabricant, il le fabrique le 26, il faut qu'il le livre à la centrale et la centrale nous le livre dans les magasins avec une DLC au 1er septembre. C'est-à-dire qu'on a 5 jours entre la fabrication et la fin de vie du produit. Ce qui est quand même extrêmement court. Extrêmement court.
Faire du produit ultra périssable dans un circuit long de type grande distribution, c'est l'impossible auquel les professionnels de l'agroalimentaire sont tenus. Aujourd'hui, tout le monde essaye de réduire le temps entre production et consommation, car les produits longue conservation font peur, et cette peur fait douter le consommateur. Je pense que au départ du commerce, c'est une relation entre deux personnes. Hein, c'est un acheteur, un vendeur. Il y a une confiance qui s'installe entre les deux. Donc je pense qu'à un certain moment, je pense que le client, lorsqu'il venait chez sa crémière acheter de la crème, il avait confiance, il savait que la crème venait d'à côté, là, parce que il y a longtemps, la vache n'était pas très loin, etc., etc. Donc là, on était dans un système de confiance. Aujourd'hui, les produits viennent de France et de Navarre, hein, industrialisés et vendus en libre-service. Je ne pense pas que le niveau de relation et de confiance soit le même entre l'épicerie du début du siècle dernier et un supermarché d'aujourd'hui. Donc il faut compenser, réassurer les clients par la date limite de vente. Je pense. Ça peut être une explication. Hein. Est-ce que c'est la seule? Mais je pense que c'est lié à la relation. On ne vend plus de la même manière. Si cette mention était censée restaurer une confiance perdue entre le consommateur et le producteur, eh bien c'est raté. Évidemment, tout part d'un bon sentiment. Personne ne nie que l'hygiène alimentaire s'est grandement améliorée depuis les années 50. Et les dates n'y sont pas pour rien. Mais elles sont devenues le symbole d'un système économique qui croule sous ses propres paradoxes. La date de péremption est tantôt un dégagement de responsabilité, tantôt une machine à faire tourner l'économie, et toujours un label fraîcheur. Mais elle est rarement une véritable date limite de consommation. Alors, pourquoi ne pas réhabiliter la date de fabrication autrefois obligatoire? Car elle, au moins, est indiscutable. Elle nous permettrait de réapprendre combien de temps un produit se conserve et de reconnecter le consommateur avec ce qu'il mange. En attendant, plutôt que de se fier à une mauvaise DLC, rappelons-nous que la meilleure façon de manger des aliments, c'est de les manger rapidement. Et pour une fois, ce n'est pas les industriels qui me contrediront.